Eh bien, je crois que ça y est, on y est. La saison 3 d'Avec ou sans sucre va démarrer sur YouTube. Merci beaucoup, c'est grâce à vous qu'on en est là. Vous m'avez tellement demandé une version filmée du podcast. Eh bien, écoutez, la voici. Et j'ai pas rigolé. Pour le premier épisode, j'ai décidé d'inviter quelqu'un que j'aime beaucoup dans son travail et que je connais dans la vie perso et qui me fait mourir de rire et que je trouve vraiment génial. Mais il n'a pas pu venir. Et donc, tu as invité... Donc, du coup, vu qu'il n'était pas présent, j'ai décidé d'inviter Arnaud de sa mère. Comment ça va, Inès? Oh, ça applaudit. Ouais. Ah. Là, vraiment, mais merci du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Écoute, il faisait beau, il y avait un rayon de soleil. Ça, ouais. Il pleut, Arnaud est arrivé vraiment dégoulinant. C'est complètement faux. Ouais, j'ai bravé les intempéries pour venir. Et tu es là. Merci vraiment parce que mais je t'en prie. On va en parler après. Tu as une actualité qui est dingue. Tu fais plein de choses. Tu vas partir en répétition juste après. Juste après. Tu y étais jusque très tard hier soir. Oui. Et pour autant, tu es là avec nous. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es le premier invité que je reçois dans la saison 3 d'Avec ou sans sucre. Je le disais, c'est la première saison qu'on arrive sur YouTube. On aura besoin de vous, de votre aide, de vos commentaires, de vos on s'abonne, etc. Mais avant toute chose, j'ai envie de démarrer cette saison d'Avec ou sans sucre en laissant la parole à l'invité. Oui. Et j'ai envie que tu te décrives comme tu aimerais que quelqu'un te présente. Qui es-tu, Arnaud de sa mère? J'aimerais bien qu'on me présente indépendamment de mon métier. Alors, c'est difficile de dire ça, mais j'ai du mal. J'ai un peu de mal avec le fait qu'on me connaisse par rapport à mon Wikipédia et ce qu'on voit quand on tape de sa mère sur Google. Donc, non, quelqu'un de, j'espère en tout cas, simple, sympa, voilà, gentil. Tu l'es. Ouais, mais je crois, enfin, voilà. Mais j'aimerais bien qu'on me perçoive aussi, voilà, autrement que ce que je dégage dans mon métier. Je crois, je dis ça parce que je crois que si j'étais spectateur de moi-même, je serais pas fan. Je t'adore. Vraiment, je crois que mais c'est pourquoi vrai. tu dis ça? Mais je sais pas. En tout cas, je comprends les gens que j'agace. Mais ça peut être les humoristes. En fait, si on n'est pas fan de ton humour, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier la personne que tu es. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et l'humour, Dieu sait que l'humour segmente. C'est une phrase que j'ai entendue une fois et que j'adore, qui est on pleure tous des mêmes choses, mais on rit tous de choses très différentes, quoi. Et c'est OK. C'est en ça, bah oui. Et c'est en ça que le métier d'humoriste, il n'est pas évident. C'est que, par définition, dès le départ, sur la ligne de départ, tu sais que tu ne vas pas gagner le cœur de tout le monde, tout de suite. Donc, faut accepter ça, quoi. Mais je sais que tu vas gagner le cœur de plein de gens grâce à cette interview. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis très contente que tu aies accepté l'invitation. Alors, dans Avec ou sans sucre, on retrace évidemment le parcours de l'invité côté professionnel, mais pas que. J'ai vraiment envie que les gens apprennent à te découvrir, à te redécouvrir certainement aussi pour certains. Quand tu es tout jeune, quand tu es un petit garçon, tu es un petit garçon comment? Je suis un petit garçon, je suis au milieu d'une fratrie, donc j'ai un petit frère, un grand frère. Je suis fils de militaire, d'une maman, une épouse de militaire complètement dévouée à la carrière de son mari qui gère avec une organisation, une poigne incroyable toute cette famille. On est sur un schéma patriarcal, ancien, mais une femme de militaire, voilà, qui a aidé mon père à faire la très belle carrière qu'il a eue et qui a éduqué ses enfants de manière de manière stricte, mais à la fois très cool, ce qui m'a permis d'être, pour répondre à ta question, un petit garçon plutôt joyeux, tu vois, un peu déconneur, etc. Et avec des phases un peu aussi, rongées par moments par certains. C'est ce qui a fait un peu mon caractère un peu, un peu lunatique. Voilà. Et donc, par moments, j'étais un peu angoissé par des trucs un peu stupides, mais même tout gamin, quoi. Comme par exemple le fait de partir de chez moi, ça m'angoissait de partir de chez moi. Ah ouais, t'as des souvenirs comme ça? Ouais. Quand on partait en vacances, j'étais un peu angoissé, voilà. Mais globalement, j'étais plutôt heureux. J'ai une enfance très heureuse. Tu gardes des très bons souvenirs de ton enfance? Ah ouais. Tu grandis où?
Je suis né à Bordeaux, mais j'ai grandi à partir de 7-8 ans. Je suis arrivé dans les Yvelines. D'accord. Et en région parisienne, et j'ai grandi dans les Yvelines, en fait. T'as déjà cette passion pour l'humour? T'aimes Absolument faire pas. rire? Pas du tout. Non, non, non. J'ai pas. Non, non. Enfin, la passion pour l'humour, non. En tout cas, j'aime bien faire le con. Par rapport à mes deux frères, je suis de loin le plus excentrique, extraverti, on va dire. Sans que ce soit non plus un enfant hyperactif et insupportable, tu vois. Mais voilà, T'es l'enfant j'aime du bien. milieu, on Ouais, te voit. ouais, c'est Hein, ça. c'est ce qu'on Ouais. dit souvent, hein, l'enfant du milieu qui essaie de trouver sa place. Exactement. Exactement. Et je sais plus quelle était la question. Non, mais tu as très bien répondu voilà. à notre première question. Au niveau du parcours scolaire, tu suis un parcours scolaire, tu es un bon élève, tu suis quoi comme parcours scolaire? En fait, je suis bon élève parce que j'ai peur parce que mes parents, mon père me fait très vite comprendre que la réussite scolaire n'est pas négociable. Il faut que ce soit. Il est hors de question de redoubler. Il est hors de question de ramener les plus mauvaises notes de la classe. Donc quand tu ramènes un 18, mais qu'il y a un 19 et il dit pourquoi t'as pas eu 19? Ouais, on est sur ce genre de, tu vois, sur ce genre de truc. Donc je suis un bon élève parce que je suis contraint de l'être, quoi. Mais sans être passionné non plus par l'école et par l'apprentissage. Mais j'y vais, je fais le taf. Donc je ne redouble jamais et puis je passe tous les échelons. Mais le bac, ça a été ric-rac. Ça a été le bac, oui, je l'ai eu avec 10,02 de moyenne. Tu l'as eu tout juste. Moi, on m'a dit pour avoir le bac, il faut 10 de moyenne. T'as respecté. Voilà. Pourquoi aller chercher plus loin? On va pas faire plus. On va pas parler de mention ni rien. Donc. Et à ce moment-là, tu veux faire quoi dans la vie? Alors ça, c'est formidable parce que j'ai qu'une passion depuis que je suis gamin, c'est le sport. Donc c'est le sport en général ou un sport particulier? Non, le sport en général. Alors évidemment le foot, mais je suis passionné de cyclisme, je suis passionné de Formule 1, je suis passionné de tennis, de planche à voile que je pratique aussi. Voilà, et je suis et mes héros d'enfance sont des sportifs. J'ai aucun. Hier, c'est marrant, j'en parlais avec les acteurs qui jouent avec moi dans Cyrano là. Ils parlaient de grandes figures artistiques qu'ils ont eues, et moi j'ai grandi avec sportifs. Et on parlait également de super-héros, parce que je disais moi les Marvel, les machins, je connais pas bien, et moi mes super-héros c'était les sportifs, quoi. Donc j'ai vraiment grandi. T'as des photos de sportifs dans ta chambre et tout? Ah mais tapissé, il y a pas 1 centimètre carré de mur visible. Moi j'ai grandi avec Platini, Prost et Laurent Fignon. Laurent Fignon, c'est un cycliste. Merci. Je sais pas, mais... Je l'avais pas. Tu as bien fait, pardon, désolé. Effectivement, j'avais pas la ref. Non, mais voilà, donc à ce moment-là, tu veux faire du sport? Et donc à ce moment-là, j'aimerais faire du sport, j'ai ça en tête, mais le padré m'explique que dans la vie, il n'y a que 3 métiers possibles. Qu'ils sont? Qui sont militaires, ingénieurs ou médecins. Mais voilà. C'est super parce que tu coches aucune de ces 3 cases, finalement. Non, mais je dis ça. Il m'a jamais dit ça. Il m'a jamais dit ça, évidemment. Mais en gros, il me fait comprendre que aller dans un sport-études, je me souviens qu'à un moment donné, je l'avais un peu évoqué, tu vois. Pardon, j'allais dire, ça existait déjà. C'est pas méchant ce que je... Non, mais je te connais. Je me permets parce que je sais qu'on a des private jokes. Il y a de l'humour. Quand je dis ça existait déjà... Attendez, je vais essayer de me reprendre. Tu vas tellement arriver vite à mon âge. Franchement, un claquement de doigts, tu seras à mon âge et tu diras putain, j'aurais pas dû lui dire. Non, pas tu sais parce que j'aurais pas dû lui dire tout ça. Bon, on va y aller. Il y avait déjà, du coup, ça existait, quoi. Ouais, ça existait. Ouais. Ça existait. C'était Et puis, moi, j'étais très pote avec Fernandel, avec Fernand Reynaud, tout ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je veux dire, c'est pas. Ouais, je comprends. Non, parce que sport-études, on en parle. Non, mais sport-études, on en parle vraiment depuis en tout cas, une vingtaine d'années. Oui, ça existait. Et j'ai vite compris que non, il fallait faire un cursus scolaire normal. Et comme je savais que pour être sportif de haut niveau, il fallait, dès le plus jeune âge, un peu embrasser cette voie quand même de manière quotidienne, j'ai vite su que c'était mort, quoi. T'es déçu à ce moment-là? Oui, alors je réalise pas un jeu. C'est une déception qui va être... Enfin, une déception, oui,
si je devais refaire ma vie, je pense que j'insisterais plus pour essayer de... Tu vois, il y avait 2-3 sports où j'étais vraiment doué. Et je pense que, vu à là, bientôt 50 ans, la passion que je nourris encore pour le sport, je me dis, ce sera à refaire. Peut-être que j'explorerai un peu plus ça, quoi. J'insisterai plus. Du coup, tu pars en fac de droit. Ouais, parce que mon grand frère s'inscrit à la fac de droit, que la fac de droit a l'air cool. Les gens ont l'air sympas. Ouais, moi je suis vraiment que sur ces critères-là. Ouais, ok. Et que je ne sais pas, en maths, c'était pas. Alors bon, les sciences, c'était pas trop possible. Et donc, et je pars en fac de droit parce que mon frère est en fac de droit et que ça paraît cool, quoi. Mais tu as quand même un objectif de carrière derrière tout ça? Bah, tu t'inscris en fac de droit, tu te dis, tu connais rien, donc tu te dis, bah, c'est avocat. Ok. Et je me souviens le premier cours d'amphithéâtre. En fac de droit, première année et tout ça, et le prof dit vous êtes, on était 600 ou 700 dans l'amphi. Non, peut-être moins que ça, 500. Oh, c'est énorme. Et oui, c'est énorme. Et bah, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on fait-moi penser dans l'interview à te reparler de cette salle d'amphithéâtre de 500 personnes. Et le gars, il dit bon, bah voilà, vous êtes 500. Donc, déjà, vous voulez tous faire avocat, on est d'accord, hein, c'est ce que vous avez en tête, vous voulez faire avocat. Vraiment, le mec avait une condescendance incroyable. Il dit bon, très bien. Alors, ça répond ou pas, où les gens sont un peu. Oui, tout le monde se dit bah oui, on est tous là plus ou moins pour la même chose. Quoi. En première année de fac, on a eu notre bac, on a passé un été merveilleux parce qu'on a le bac et on arrive là, la gueule enfarinée. Bah ouais, on va faire avocat. Et donc il dit bon, voilà, vous êtes 500. Déjà, il y en a 490 qui ne feront pas un métier juridique. Et bonne journée. Et bonne journée. Et sur les 10, il y en a à peine un qui deviendra avocat. Voilà. Allez, on va démarrer l'année. Ah, c'est bien, ça démarrait sur le chapeau de roue, quoi. Ah, ouais. Okay. Mais bon, le gars, il se fie à des statistiques, il a raison. Il a peut-être pas tort, effectivement. Il a peut-être pas tort. Et puis, bon, quand même, après, on nous explique que non, dans le domaine juridique, il y a d'autres choses à faire et d'autres voies à embrasser. Donc, mais moi, j'aime bien, et j'ai toujours fait ça, moi, je vis l'instant présent. Donc voilà, je ne tiens pas compte de ce qu'il dit. Et puis, je me dis, on verra ce qui se passera demain. Faisons bien les choses aujourd'hui et puis on verra. On va revenir un tout petit peu en arrière. Ouais. Le théâtre rentre dans ta vie à un moment donné? Oui, mais comme tous les gamins, c'est-à-dire spectacle de fin d'année, quoi, tu vois. Donc au collège, c'était au collège ou l'école primaire, je fais une pièce de théâtre d'Eugène Labiche et j'ai un rôle où je dis 5 mots. Qui sont, tu t'en souviens ou pas? Ouais, monsieur, madame et mademoiselle Malingear. J'étais un valet, un maître de maison. Je rentrais, monsieur, madame et mademoiselle Malingear. Les Malingear rentraient et je ressortais. Fin de la scène. Fin de la scène. Et je peux dire un truc. Je t'en prie. Oui, mais alors, on est vraiment dans une autre époque. J'étais en blackface. Oh, ah ouais. Non mais derrière ça fait. Mais oui, mais parce que on est dans. Ben, on est dans une écriture d'histoire. C'était complètement différent, il faut se le dire. Et c'est ok à l'époque. Et c'était ok, mais de chez ok quoi. Et donc j'étais un maître de valet ça se passait aux États-Unis. Donc c'était en 1700. Je sais plus quelle pièce c'était. Bon bref. Et tu te prends au jeu, t'aimes bien? T'as des souvenirs en tout cas où et alors, tu dis le souvenir, c'est que j'ai 2 heures de maquillage, 2 heures de démaquillage pour 5 mots. Et qu'on a 2 représentations. Et que le deuxième soir, au lieu de dire monsieur, madame et mademoiselle Malingear, je dis madame, monsieur et mademoiselle Malingear. Et je sors et je m'écroule en pleurs. Mais en pleurs, en disant c'est pas possible. J'ai complètement fait. Foiré mon texte. Oui, non, mais surtout, j'ai mis en péril la pièce, quoi. Ah, waouh. Et tous les autres viennent me voir en me disant tu sais. On s'en soucie pas trop. Ouais, ça va. Tu avais un rôle, comment dire, secondaire. dans la dramaturgie qui ne nécessite pas que tu pleures à ce point-là parce que tu as inversé 2 mots. Voilà, donc. Voilà, et donc c'est ma seule expérience de théâtre. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et à ce moment-là, j'ai en tête mon entraînement de foot du lendemain. Et c'est sport. Donc non, le théâtre n'est pas dans ma vie à ce moment-là. L'artistique n'est pas dans ma vie à ce moment-là. Alors à quel moment le théâtre et l'artistique arrivent vraiment dans ta vie? Super tard, parce que je te parle de cet amphithéâtre quand je suis en première année de fac, ce fameux amphithéâtre qui ressemble à une salle de spectacle. Et donc la compagnie Déclic Théâtre attrape d'où viennent Jamel Debbouze, Sophia Aram, Alban Ivanov, Issa Doumbia, Laurent Ournac, Laurie Perret, moi. Voilà, cette compagnie, enfin moi j'y suis pas encore, organise des matchs d'improvisation dans l'amphithéâtre. Ouais. D'accord. Le vendredi soir. Et ma meilleure pote à l'époque me dit viens, on va voir ce spectacle. Et je suis ébloui par ce spectacle.
Je suis ébloui, c'est tellement drôle. Et pour moi, ces mecs-là et ces filles-là sont des génies d'improviser des histoires. Je me dis, c'est pas possible. C'est que de l'impro? Ah mais oui, ils ont appris un texte, c'est pas possible. Et puis le match d'impro, c'est très scénarisé, il y a une scénographie incroyable. Et donc je suis estomaqué par ce truc-là, mais vraiment. Et ma pote me dit, mais il y a un cours d'impro, il y a des cours d'improvisation, inscris-toi. Et je pousse la porte de ce cours d'impro et c'est là que ma vie va vraiment changer, quoi. Mais t'es déjà drôle, comme on te connaît. Oui. T'as ce trait de caractère. Oui. Alors là, je suis à la fac et que ce soit et à partir du lycée, je n'ai qu'une obsession en classe, c'est de faire marrer vraiment le périmètre des 4-5 personnes autour de moi. C'est ce gars-là. Ah, il faut qu'ils rigolent. Il faut que je les fasse marrer. Et Gaëlle, ma meilleure pote, est devenue ma meilleure pote parce que elle, c'était ma cible favorite. Elle pleurait de rire sur des trucs. Et j'arrivais à faire des trucs en loose day. Et alors, mon plus grand challenge aussi, c'était de faire marrer les profs. Et donc, j'ai fait des phases très, très drôles avec... je me souviens une fois, une prof qui ne supportait pas les retards, qui était intransigeante avec ça. J'ai réussi, je m'étais mis un défi de réussir à rentrer quand même en étant en retard. Et j'ai ouvert la porte, tout le monde était assis, elle me dit « bah non, vous sortez ». Et là, je lui ai fait une impro sur le fait que c'était mon anniversaire, pas du tout et tout. Je dis « mais non, c'est pas votre anniversaire, j'ai votre fiche et tout ». Ouais, bon alors attendez, je vais vous trouver autre chose. J'adore. Elle a fini par se marrer et elle a dit « bon, allez, asseyez-vous, parce que de toute façon, vous ne partirez pas ». Et là, t'avais coché, c'est bon, c'était ta to-do list de la journée. Voilà. Quoi. Mais j'avais vraiment cette obsession-là. Et donc, quand j'ai vu ce truc-là, ma pote, elle m'a dit « vas-y, c'est pour toi ». Donc, tu passes cette fameuse porte, tu rentres dans ton cours d'impro. Et je rentre dans ce cours d'impro. Et là, je rencontre les gens qui sont encore aujourd'hui mes partenaires d'improvisation. Donc, on parle de ça, c'était il y a 28 ans. Et 28 ans après, ce sont toujours les mêmes personnes avec qui je fais des spectacles d'impro au Grand Point Virgule, à Montparnasse. Ok, trop bien. Alors, cette année, je ne pourrais pas, mais ça fait des années ça fait 7 ans qu'on est au Grand Point Virgule et qu'on fait tous les mois un spectacle d'impro. Mais bien sûr, puisque tu m'as invité à venir te voir et malheureusement, j'étais pas dispo ce jour-là. Mais je me souviens très bien. J'ai hâte de venir voir ça. Et donc, ce jour-là, je rencontre ces gens-là. Et j'intègre la Ligue d'impro, j'intègre des clics théâtre. Donc, c'était il y a 28 ans. Donc, donc, on est avec Jamel, on est haut comme ça et on fait des spectacles dans des MJC, dans des trucs. Je commence quelques années plus tard parce que vraiment l'impro, ça me correspond bien. Je commence à bien maîtriser le truc. Donc très vite, je donne des cours d'impro. Et dans mes cours, j'ai Alban Ivanov qui a 13 ans, qui est amené par sa mère en voiture et qui descend en furie et qui vient au cours d'impro que je dois calmer. Alban Ivanov, quoi, tu vois. C'est incroyable. Mais oui. Et je file des cours d'impro à Laurent Ournac et je suis avec Issa Doumbia. On s'occupe de la compagnie avec Papy. Mais vous connaissez tous depuis des années. C'est incroyable, je ne savais pas ça. Laurie Perret, on se connaît, Sophia Aram, on se connaît tous. Sophia Aram, c'est ma première prof d'impro. C'est elle qui m'a donné mon premier cours d'improvisation. Est-ce qu'à un moment te traverse l'esprit de « je veux en faire mon métier » ? Ouais, donc tout ça, je fais ça en amateur pendant mes 4 années. Donc je vais jusqu'à en maîtrise de droit. J'obtiens ma maîtrise. Là, pour des raisons pas intéressantes, je stoppe le droit et j'accepte un CDI proposé par un pote dans une boîte et je deviens commercial. Ok, donc tu vas quand même. Ouais, tu vas très loin. Je vais quand même jusque-là parce que je ne sais pas que le statut d'intermittent est ce qu'il est. Dans ma famille, c'est un peu c'est chômeur. C'est intermittent du spectacle, c'est chômeur. Et, ça l'est encore dans la tête de beaucoup de gens. Ça l'est encore. Et puis même dans les textes, c'est un régime dérogatoire du système de... nous, quand on veut... on peut se le dire. Je ne suis plus intermittente du spectacle aujourd'hui, mais je l'ai été pendant presque 10 ans. Oui, pareil. C'est donc quand tu appelles Pôle emploi, c'est Pôle emploi pour les... qu'est-ce qu'ils disent pour les chômeurs et les actifs, quelque chose comme ça. Nous, on est les actifs de Pôle emploi, en fait. Mais bien sûr qu'on est relié à Pôle emploi. Bien sûr, tous les mois, il faut pointer. Exactement. Donc, on peut comprendre qu'on était une génération où, à l'époque, intermittent du spectacle, c'était tu fous rien. C'était tu fous rien, t'es chômeur. Et donc, je fais des spectacles en amateur, mais en continuant cette voie professionnelle. Et puis, un jour, mon meilleur pote me dit, Arnaud Joyer, qui deviendra après co-auteur de mes spectacles, qui, lui, est déjà musicien, c'est un artiste hyper talentueux, il me dit, moi, je pense que tu es en train de te tromper de vie quand même, quoi, parce que tu es tellement rayonnant sur scène que quand je te vois derrière ton ordinateur à ton bureau,
C'est pas ça. T'es d'accord avec lui quand il te dit ça? Ouais, là, il met le verre dans la pomme et je me dis... Et Papy, donc le directeur de Déclic Théâtre, donc c'est Alain Degois, dit Papy, me confirme pendant... Je demande à le voir et je lui dis, mais si je veux faire ce métier, si je veux en faire mon métier, concrètement, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce que je dis moi au général? Mon papa. Et il m'explique, statut d'intermittent, il m'explique le fonctionnement de la compagnie, il m'explique comment la première année, pour avoir mes heures, pour obtenir au bout des 12 mois mon statut, comment la compagnie va me faire travailler et m'assurer d'avoir ce statut. Le statut d'intermittent, il faut faire 507 heures de travail ou avoir 42 cachets pour devenir intermittent du spectacle. Voilà, c'est ça. Il faut travailler un minimum. Et évidemment, beaucoup d'intermittents ont cette angoisse de dire, est-ce que je vais faire ce minimum de travail pour pouvoir renouveler mon statut? Donc là, on te l'assure. Et là, on me l'assure. Donc c'est pour ça, quand on me dit, ça a été courageux de tout lâcher pour... oui et non, c'est-à-dire que j'ai tout lâché, mais en sachant que c'était assez... Après, ça reste un spectacle vivant, on sait que ça peut se casser la gueule, que bien sûr. Voilà, tout peut être annulé si vite. Mais ça se passe bien, et donc je ton père dit quoi? Et donc je démissionne, mais à ce moment-là, j'ai 26 piges. Donc mes parents disent, moi j'ai fait le job depuis longtemps, tu vois. Donc mes parents disent, ok, je sais que dans un coin de leur tête, et on se l'est dit plus tard, ils m'ont dit très clairement, ils ont dit, bon, il va faire ça 1 an ou 2, et puis il reviendra à la vie active. Voilà. Ça traîne, c'est 1 an ou 2. Et puis il va faire ça pour voir, et puis ça fait 23 ans que je fais ça pour voir, et puis très vite, ils ont compris que c'était un vrai métier, que c'était concret, et que surtout que ça marchait, quoi. Donc, parce que très vite, ça a marché assez vite, finalement. Ils venaient te voir sur scène? Oui. Donc ils ont vu ton talent? Oui, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire ils sont vite venus voir des spectacles d'impro et ils ont vite vu que oui, j'étais à ma place, quoi. Donc spectacle d'impro, ok. Le grand public, on va dire, te découvre quand même plus ou moins grâce à l'émission On ne demande qu'à en rire. On est d'accord. Une dizaine d'années plus tard. Alors juste avant ça, je fais des trucs où je me montre un peu sur Canal. Je fais la météo du Grand Journal chez Denisot. Je fais des choses avec une émission de télé, une pièce de théâtre avec Palmade, avec Raphaël Mesrahi et tout. Mais le grand public me connaît pas. Et dans le milieu, on commence à me connaître, ce qui fait que Ruquier, quand il lance son émission, m'appelle, parce qu'à l'époque, il appelait certains artistes en personne, tu vois, et je décroche, bonjour, c'est Laurent Ruquier, est-ce que tu veux venir faire On ne demande qu'à en rire? Donc l'émission qui n'existe pas à l'époque, qui va durer 4 ans, voilà. donc on te pitche ça. Aujourd'hui, on a le recul de dire qu'on a découvert dans cette émission tous les talents de l'humour français. C'est ça. Mais quand il te pitche le truc, tu te dis quoi? Moi, je dis d'abord, je dis non parce que ça me fait peur. Et puis, Et puis, à l'époque, je faisais des scènes ouvertes sur les grands boulevards dans un truc qui s'appelait une pizzeria avec une salle de spectacle qui s'appelait le Pranzo, qui était en face du Jamel Comedy Club. Oui, d'accord. Et puis, je suis sur le trottoir, je suis devant le Jamel Comedy Club et il y a Kev Adams qui, lui, a fait les débuts d'On ne demande qu'à en rire. D'accord. Et qui commence à prendre des photos avec des gens, à signer des autographes. Et je me dis, putain, mais en fait, cette émission, elle est... Elle peut m'apporter quelque chose. Cette émission, en tout cas, elle crée quelque chose en très peu de temps, parce que l'émission venait d'être lancée, tu vois. Elle a été lancée en septembre 2010. Là, on est fin octobre. Et oui, ok, ça fait 2 mois que c'est lancé. Et ça fait 2 mois que c'est lancé, et Kev est dans la rue, il est déjà reconnu, etc., parce qu'il a fait les premières émissions, quoi. Et là, je me dis, tiens, il y a peut-être un train qui passe. Tu te rappelles, Laurent Ruquier? Ouais, il y a un train qui passe et peut-être qu'il faut que je monte dedans. Et je monte dedans fin octobre, début novembre. Et puis après, ça a très très vite, au bout de 3-4 émissions. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît énormément. Le format me plaît énormément. Tu peux, pour celles et ceux qui peut-être connaissent pas l'émission? C'était un télécrochet moderne, en fait. Donc, Laurent Ruquier nous donnait un thème d'actualité et on avait 3-4 jours pour écrire un sketch. Et on jouait ce sketch devant un public, des caméras et un jury composé de 3 jurés qui donnaient des notes sur 20. Et si on avait 12 sur 20 de moyenne, on revenait la semaine suivante. Et si on avait moins de 12, on était éliminé. Donc il y avait quelque chose de très spectaculaire, très télévisuel, moderne, parce que les télécrochets d'antan, c'était très bon enfant, quoi. C'est-à-dire que même si c'était pas bien, merci d'être venu, mais il n'y avait pas de sentence, il n'y avait pas de sanction. Là, c'était déjà un peu les prémices de la télé un peu moderne, un peu violente dans la forme,
Et très vite, Ruquier, il a adapté le concept. Il a vu les trucs qui marchaient pas bien. Il a très vite adapté le concept en se disant il faut que les jurés soient permanents et que les jurés aient des personnalités fortes. Donc il y a eu Catherine Barma, Ben Guigui, qui étaient des personnalités très fortes. Et donc le public s'est pris de passion pour le méchant, la productrice. Ah bah les entités. La productrice qui est un peu, qui comprend jamais rien, mais qui peut être aussi très cinglante et tout. Jean-Luc Moreau, le spécialiste. Et donc le public s'est pris de passion pour ça, et c'est devenu comme une série télé, tu sais, où tu t'attaches aux personnages. Et puis comme nous, on commençait à être assez récurrents dans l'émission, le public s'est pris de passion aussi pour les artistes. On a très vite créé une bande, et puis ça a créé un truc incroyable. Et ça a duré 3 ans. Et moi, je suis passé, à l'époque, je jouais une fois par mois dans une salle de 45 places, la Comédie des Trois Bornes. Je jouais une fois par mois, et très vite, je suis passé à... je suis allé au Feu de la Rampe, je jouais toute la semaine au Feu de la Rampe, la salle faisait 120 places, qui est devenue assez vite trop petite. Wow. Donc, j'ai fait 4 mois à l'Européen. Ah ouais. Et puis, après les 4 mois à l'Européen complet, on s'est dit, OK, on va aller au Casino de Paris. Donc j'ai fait 5-6 dates au Casino de Paris, donc c'est 1600 places, tu vois. Et puis ensuite, où est-ce qu'on pourrait aller? Les Folies Bergères, machin. Et puis on a fini. Et puis parallèlement à ça, j'ai fait 200 ou 300 dates de tournée. Et puis on a fini à... Légèrement, j'ai juste fait 200-300 dates de tournée. Ouais, voilà. Non, mais c'était dingo, c'était dingo. Quand tu dis on, c'est qui? Quelqu'un vient te voir pour créer un spectacle en autoprod? C'était mon co-auteur, Arnaud Joyer. D'accord. Avec qui on avait écrit ce spectacle. Entre-temps, j'avais rencontré François Rollin aussi, qui avait collaboré sur le spectacle. Et le spectacle était génial, mais j'étais pas vu, quoi. Donc, il était dans un tiroir. Et le fait que je fasse On ne demande qu'à en rire, ce spectacle a eu une vie incroyable. Et on a fini à l'Olympia, ce qui était, à l'époque, pour moi, tu vois, très symbolique de, on va dire, la réussite artistique d'avoir les lettres rouges à l'Olympia. Mais tout ça en 2 ans, quoi. Tu ressens quoi justement quand tu vois ces lettres rouges à l'Olympia? Tu t'arrêtes un peu et tu fais quand je vais le midi, quand je vais aux répétitions et tout, tu t'arrêtes, tu prends une photo quand même, tu te dis c'est cool, quoi. Mais j'aurais préféré porter le maillot jaune sur le Tour de France. Ouais. Encore là, tu te dis j'aurais préféré avoir une carrière de sportif? Ben oui. Ouais. Ben oui. Enfin préféré, allez, on va pas dire ça. En tout cas, tu te demandes comment ta vie aurait pu être en tant que sportif. Ouais. Non, mais en tout cas, déjà, tout ça ne m'atteint pas outre mesure. C'est-à-dire que c'est cool, c'est génial, mais je reste le même, et ça me chauffe pas la tête du tout, parce que je rentre chez moi et que je regarde les résultats sportifs et que c'est le sport et que j'ai... En fait, ce qui m'a un petit peu préservé de tout ce qui peut engloutir les artistes quand ça commence à marcher, ce qui m'a préservé de ça, c'est que je suis resté attaché à d'autres choses à l'extérieur, quoi. Mes potes, le sport, etc. Et surtout, ce qui m'a préservé de ça, c'est que cette réussite artistique n'est pas le fruit d'un fantasme d'enfant. Oui. C'est un truc qui est arrivé un peu malgré moi sur le tard, à 25 ans quand je me lance. Et donc, quand ça arrive, c'est pas un truc qui me tourne la tête, parce que c'est pas un rêve que j'ai depuis gamin, tu vois. Par contre, grâce à ta notoriété, j'imagine que tu as pu réaliser des rêves, rencontrer certainement... Inès Van Damme. Ah waouh. Tu l'as rencontrée? Ouais. Mon Dieu. Waouh. J'espère que ça a demandé une photo avec elle. Ouais. Après, apparemment, elle est quand même un petit... Elle a un boulard, par contre. J'ai un peu déchanté parce que, bon... Non, mais j'imagine que tu as dû rencontrer... Est-ce que tu as rencontré des idoles? Absolument. Oui. Alors, grâce à ça, oui, ça m'a permis de rencontrer des gens... j'ai serré la main. On parlait de ce cycliste incroyable, Laurent Fignon, j'ai pu lui serrer la main. Et lui te connaissait en retour? Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait que je demande à son épouse Valérie, que je connais. D'accord. À qui j'ai pu... Parce qu'en fait, Laurent, il est décédé d'un cancer il y a quelques années. Et c'est une jolie histoire d'ailleurs. Et il est décédé, et je me suis dit, putain, maintenant que je suis connu, je peux pas lui dire, en fait. Ouais. Parce que ça aurait été plus facile pour moi de le contacter et de lui dire, et il m'aurait reconnu, enfin, il m'aurait... Et donc, j'ai contacté son épouse, Valérie, et elle m'a dit, prenons un café. Et je suis venu
avec un cahier, dans le cahier que je tenais depuis tout gamin, où je collais les images de Laurent et son palmarès. Et je Elle notais, devait être hyper émue, elle aussi. et je lui ai mis le cahier sous les yeux et elle m'a dit mais c'est incroyable, c'est incroyable. Trop beau. Et alors qu'on devait se voir prendre un café 20 minutes, on est resté 2 heures ensemble et puis maintenant on est copains. Et voilà, mais il faudrait que je lui redemande si déjà à l'époque il me connaissait, je pense pas. Bon bref, mais oui, j'ai pu rencontrer Alain Prost, des idoles comme ça. Mais une fois, je suis allé sur le Tour de France et puis il y avait le champion de France qui était, il avait son beau maillot de champion de France et je dis est-ce que je peux rencontrer, c'est Arthur Vichot à l'époque, et puis il descend du car et il me voit, il fait « Oh Arnaud de sa mère, je peux prendre une photo ?» Je lui dis mais pas du tout, c'est moi qui peux prendre une photo avec toi. Enfin tu vois, il y a ce truc très… J'ai rencontré des cyclistes incroyables qui sont venus me voir en spectacle et tout. Donc ouais, ça bah, évidemment, je suis refait. Puis tu le sais… Tony Estanguet, Martin Fourcade, des gens comme ça là pour l'organisation des Jeux que j'ai pu également rencontrer, côtoyer, sont des monstres quoi. Donc, justement, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que alors moi j'ai pas couru le marathon, mais j'ai fait les 10 km du marathon pour tous dernièrement, et toi tu as fait le marathon le même parcours que le marathon des JO de Paris 2024. Je sais que tu t'es préparé comme un dingue pour cet événement sportif. Et que tu étais très émue de réussir à le terminer. Ça a été c'est difficile, ça reste un marathon, mais il était particulièrement difficile ce marathon avec les montées, la Côte des Gardes et tout. Enfin, bon, bref, on va pas refaire le truc. Oui, le parcours était très dur. Le parcours était très dur, mais quelle a la place du sport dans ta vie, c'est quoi aujourd'hui? Ah, c'est même pas une passion, c'est un équilibre nécessaire. C'est la place du sport dans ma vie, c'est… Enfin, c'est pas toute ma vie, mais c'est… C'est une bonne partie de ta vie, quoi. Ouais, c'est indispensable. Tu fais quoi comme sport? Moi, beaucoup de courses à pied. Depuis une dizaine d'années, je suis passionné par le sport automobile, donc je pilote donc sur circuit, en voiture et en karting beaucoup. Je fais du tennis, du golf, je fais un petit peu tous les sports, mais là, en ce moment, à l'instant T, c'est surtout de la course à pied. Et puis je commence à découvrir un peu le fait dans le fitness. Je me suis fait une petite salle de sport chez moi, le fitness, les bienfaits de s'étirer, le renforcement musculaire, tout ça. Donc je me fais des séances chez moi tous les jours. Voilà, mais c'est transpirer, se fixer des objectifs et tout, c'est passionnant. Enfin, justement, est-ce que tu as un prochain objectif sportif? Ouais. Oui, un autre marathon. Ah yes. Tu sais déjà lequel? Oui, j'aimerais bien faire… alors, mon emploi du temps, là, va pas me le permettre, mais dans un an pile… Ok. Donc en septembre 2025. En septembre 2025, je veux faire le marathon de Berlin. Et pourquoi Berlin? Parce que on l'a dit, le marathon qu'on a fait là, c'était très très vallonné. Que tu as fait surtout, oui. Parce que moi, je ne l'ai pas. Il y avait beaucoup de montées et donc les chronos étaient affectés par le fait. Faussé, voilà. Bien sûr. Et Berlin, c'est de réputation très plate. Enfin, c'est pas réputation, c'est très plat. Et c'est le marathon le plus rapide, on va dire. Donc ton objectif? Et donc je voudrais me tester sur un marathon rapide. Et là, j'ai fait 3h29 et j'aimerais bien… allez, on va le dire, j'aimerais bien gagner 10 minutes, quoi. J'aimerais bien faire 3h19, tu vois, affiché en dessous de 3h20. Prochaine… ouais, écoute, non, parce que moi, je suis en train de repenser. En fait, j'étais en train de penser à septembre prochain. Moi, j'aimerais refaire une course qu'on a faite ensemble, d'ailleurs, Marseille-Cassis. Oui, et je pourrais pas. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais en train de me dire, du coup, Arnaud sera pas là l'année prochaine à Marseille-Cassis. Non. Et je comparais le temps que j'ai mis, moi, pour faire 20 km, parce que c'est pas, entre guillemets, un vrai semi, c'est pas un 21, c'est un 20. Oui, c'est un 20, mais bon, ouais. C'est un 20 avec quand même une sacrée montée aussi. Marseille-Cassis, il y a quand même 10 bornes, les 10 premiers. Ça grimpe pendant 10 bornes. Ça grimpe bien pendant 10 bornes. Et j'ai mis 1h58, tu vois, donc 2 heures. Voilà, j'ai mis 2 heures, donc je me dis, waouh, toi, ça doit carburer quand même. Hein. Oui, mais j'adore ça, ça me passionne. Mais à quel moment tu trouves du temps dans ton planning pour quand on aime, on trouve. Okay. Quand on aime, J'aime bien cette phrase. Oui, non, mais quand on aime, on trouve le temps et surtout, on a toujours un coup d'avance pour aménager l'emploi du temps, quoi. Parce que justement, en ce moment, tu as un emploi du temps quand même qui est très chargé. Mais par exemple, là, la première de Cyrano, c'est le 17 septembre. Aujourd'hui, on est en résidence 6 jours sur 7, de 14h à 23h.
Et donc, le matin, il y a forcément une séance de sport. Ok. Ouais. Là, avant de venir, par exemple, il y a eu une séance de sport ce matin? Non. Waouh! Ce Non. soir, ça va aller 23h? Non. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais pas T'es off. pouvoir faire... Peut-être qu'aujourd'hui, je vais pas pouvoir faire ma séance. Ouais. À cause avec ou sans sucre, on est tellement Exactement. content de recevoir. Non, mais c'est vrai, en plus. Bah oui. C'est Non, vrai. mais, malheureusement, parfois, il faut faire des choix. Effectivement, on peut Non, mais pas c'est tout surtout faire. que je dis, je suis pas non plus sportif professionnel. Tous les jours, c'est pas non plus. Non, non. Il y a aussi des C'est jours. quoi, la moyenne, c'est quoi? 5 jours par semaine, à peu près? Ouais, c'est ça. Ok. Je fais entre 4 et 5 séances Ok. de sport par semaine, oui. Alors, tu Mais joues pas... oui, dis-moi. Non, non, pardon, vas-y. Non, mais ça peut être soit une. Quand je dis séance, ça va être soit aller partir courir 1 heure, soit faire 45 minutes de renfo, du vélo d'appartement, des trucs, enfin voilà. Ouais, ton activité, quoi. Ouais. Tu nous parlais de Cyrano, justement, Ouais. qui est une actu. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 septembre. Ça ne va pas être diffusé demain, cette interview, bien sûr. On diffusera l'interview. Tu auras déjà eu ta première de Cyrano. Ah mon Dieu, ça s'est bien passé? Ça s'est super bien Mais passé. parce que je t'ai mis une invite en Ça, plus. T'as voulu... J'ai adoré. Tu m'as dit que tu voulais venir. J'ai trouvé ça sublime. Vraiment, c'était génial. Vraiment, je t'ai trouvé incroyable dans le rôle, mais j'en doutais vraiment Ouais. pas. Puis la standing ovation qu'il y a eu. Ouais, et puis à un moment donné, t'as vu, c'était rigolo quand Ouais, c'était trop marrant. J'ai adoré. Ouais. C'est... Allez, Donc, 17 septembre, tu le disais. Ouais. C'est la première. Ça fait combien de mois que tu te prépares pour Cyrano? Donc, ça fait 20 ans que j'y pense. Waouh. C'est vrai? Ouais. Oui, parce que donc en tout début de carrière, si on fait un flashback, dans les tout premiers projets que je fais quand je me lance et que j'ai mon statut d'intermittent, il y a une compagnie nantaise qui contacte la compagnie Déclic Théâtre et qui dit on est en train de monter un Cyrano de Bergerac dans un château en Touraine. Est-ce que vous avez des acteurs qui seraient disponibles pour faire des trajets, venir travailler? Et je me lance là-dedans. Et sans savoir que je pars dans une aventure extraordinaire et la découverte d'un texte dont je vais tomber un fou amoureux. Je ne joue pas Cyrano à l'époque. C'est un acteur qui s'appelle Vincent Clerc-Gironnet qui joue Cyrano et que je regarde jouer Cyrano avec les yeux de l'amour, vraiment. Et le projet se termine et mes parents viennent me voir. Mon père est fou amoureux du texte aussi. Wow. Et pendant 20 ans, j'ai cet amour de Cyrano de Bergerac. Et pendant 20 ans, je me dis, je ne finirai pas ma carrière sans jouer le rôle de Cyrano. Mais même si c'est dans mon salon devant mon fils. Hein. Mais en tout cas, j'apprendrai le rôle et je l'interpréterai. Okay. Et il y a 3 ans, je te fais l'historique vite fait. Il y a 3 ans, je rencontre Alain Sachs, metteur en scène de génie, qui a un CV long comme le bras et qui me contacte et qui me dit j'ai un projet autour de Molière. C'était il y a 2-3 ans pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Et j'accepte de travailler avec lui. Et là, on tombe amoureux dans le travail l'un l'autre. Vraiment, c'est un coup de foudre artistique avec Alain Sachs. Et il me dit, promets-moi si tu veux refaire du théâtre. Parce que je dis oui, je veux vraiment continuer à faire du théâtre. Il me dit, on en fait ensemble. Si tu as des envies, promets-moi de m'appeler. Ok, promis. Et il me dit, t'as un rêve? Et je dis, Cyrano. Oh. Et il se redresse comme ça. Il dit, mais c'est incroyable, c'est mon rêve aussi. J'ai 50 ans de carrière, j'ai jamais pu le faire. Et la conversation se termine. Et pendant 2-3 ans, on s'appelle de temps en temps. Oui, Cyrano, mais bon, tu sais comment c'est dans ce métier. Ouais. Les projets s'enchaînent. Et puis je lui dis, non, là, je pars sur le trio, tout ça. Et j'ai une fenêtre de tir de septembre à janvier, septembre 2024, janvier 2025. À ce moment-là, Arditi annule son créneau au Théâtre Montparnasse, septembre-janvier. Wow. Alain Sachs qui est en répétition au Théâtre Montparnasse avec Berléand à l'info. Moi, je lui dis, j'ai septembre-janvier. Hop, il va à la direction. Et Stéphane Engelberg et Bertrand Tamin, les 2 directeurs, disent oh, super idée. Je vais dans le bureau. Hop, oui, ok, on lance le projet. Avec qui tu veux jouer? Je leur dis, c'est vous les spécialistes du théâtre. Trouvez-moi les 9 rôles pour m'accompagner dans ce truc-là. Et il trouve Benoît Tachoir, Jean-Pierre Malignon, Alexis Dessau, Alexandre Bierry, laisse-moi réfléchir, Loïc Tréhin, Vincent Remoissonnet, Maud Le Guénédal,
Camille Favre-Bulle et il m'en manque un que je vais retrouver. Que tu as. Et Bruno Pavio. Alors bravo, parce que pour tous les gens qui nous écoutent en podcast, Arnaud ne lit pas. Hein. Ah non, je lis pas. Arnaud se souvient comme ça de tous les noms et prénoms. Et ça, c'est dur. Quand d'un coup, tu t'as fait... Oh là, je dois Ouais. Là, j'ai eu un petit coup de chaud. Là, je me suis dit, je me lance dans un truc pas possible. Mais donc, et ces gens-là sont des Rolls, mais vraiment, je pèse mes mots. Ce sont des Rolls de théâtre. Et tout se monte comme si c'était une évidence, quoi. Comme si le projet était une évidence. Les étoiles étaient alignées. Et les étoiles sont alignées. Et à l'époque, je suis en écriture du trio, donc on parle de mars 2024. Je suis en écriture du trio, Alain, et j'ai pas le temps. Je fais plein de trucs, je suis en tournée de mon spectacle, etc. Et Alain Sachs me dit, donne-moi des créneaux par-ci, par-là, et moi je commence les répètes du rôle de Cyrano en duo. Parce que Cyrano, il a des scènes en duo avec Christian, il a des scènes en duo avec Roxane, il a des scènes en duo avec De Guiche. Et il dit, moi, je peux commencer à bosser si tu me donnes des créneaux par-ci, par-là. Et donc, je commence, et on commence des répètes avec des petits créneaux comme ça. Et puis, on arrive sur ces créneaux-là à réunir la troupe 3-4 fois. Je commence à faire les répétitions d'escrime. On part en vacances cet été. Et là, depuis fin août, on est en résidence 9 heures par jour. Et on crée le spectacle. Et tout est formidable parce qu'Alain Sachs est un génie dans sa vision globale, évidemment artistique, mais dans la gestion de tout, les lumières, les costumes et tout. Tout est dans sa tête, tout est organisé, tout est... Et puis voilà. Dans quelques jours, tu vas réaliser un rêve. Alors déjà, le rôle de Cyrano, c'est le rêve de beaucoup de comédiens, mais moi, c'est le plus gros projet de ma carrière à ce jour, ouais. On peut vous retrouver, alors quand même, c'est important de le dire. Donc, je vous le disais, la première, c'est le mardi 17 septembre, ça sera déjà passé. Et peut-être que certains d'entre vous seront allés voir déjà Arnaud et toute la troupe jouer le 17 septembre. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 21 h, les dimanches à 15 h. C'est au Théâtre Montparnasse. Ça va être un gros planning. Ouais. 6 représentations par semaine, c'est énorme. Oui. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Oui, mais après, attention, je suis sur scène le soir et à moi d'aménager mes journées pour aussi me préserver en vue de la tournée du trio qui va enchaîner 3 jours après la... Waouh, 3 jours. Ouais. On finit le 5 janvier, Cyrano, et le 8, j'entre en résidence avec les garçons. Le 14, on commence les 10 dates de rodage et le 24 janvier, on commence la tournée à Bourges. Alors, peut-être que certains ne connaissent pas la tournée du trio, Baptiste Le Caplin, Jérémy Ferrari et Arnaud de Samer. 3 amis, je crois, aussi dans la vie. C'est surtout 3 amis dans la vie. On vous a vu partir en vacances, notamment cet été, les petites stories Instagram. Trio que vous avez déjà écrit. Oui. Ça s'est passé comment, cette session d'écriture? Comme ce qu'on fait sur les duos impossibles quand on écrit tous les 3, c'est-à-dire on rigole énormément. Je me doute. Mais à la fois, on rigole énormément, mais on est quand même très... il faut être assez structuré, mais chacun a son rôle. Jérémy Ferrari, il est vachement sur la structure globale et le squelette du truc. Baptiste Le Caplin, c'est une mitraillette à vannes. Donc, on ouvre le robinet et puis tu as les vannes qui coulent à flot. Et il a un pourcentage de réussite de vannes très drôles qui est assez impressionnant. Et moi, j'aime bien faire un petit peu des deux, rebondir sur des vannes, avoir des idées de structure. Je fais un peu, et puis je suis dactylo aussi, parce que je suis le seul des 3 à savoir écrire. Bien sûr. À connaître l'orthographe et la grammaire. Mais tu rigoles, mais c'est moi qui rédige les SMS de Jérémy. Il me dit, je voudrais envoyer ça. S'il y a des fautes, je dis non, c'est bon. Je voudrais faire cette story. T'es un peu l'intello de la bande. Je voudrais faire cette story. Oui, c'est bon. T'es l'intello de la bande. Mais c'est-à-dire qu'en fac de droit, on en parlait tout à l'heure. On nous a dit, vous nous rendez un devoir, sachez qu'à la 3e faute d'orthographe... On ne lit plus le devoir. On plie le devoir, on ne le lit plus. Chiant si on lit pas le texto jusqu'au bout. Donc tu commences à te dire, tiens, les participes passés, je vais m'y intéresser. Ouais. Oui, parce qu'une fois que tu as eu un 0 sur 20... Vous complétez, en fait. Oui, on se complète. Non, mais je dis tout ça un petit peu... Mais oui, on se complète à merveille, c'est un bonheur. Donc les séances d'écriture se passent très naturellement et très bien, quoi. Attends, mais moi, j'avais pas l'info tu vas avoir 3 jours j'ai envie de dire repos, je sais même pas si ça va être, je sais pas comment tu vas le prendre. Et la tournée de trio, elle va être hyper intense parce qu'on a 70 dates en 4 mois. Dans toute la France, ouais, c'est ça. Et dans les zéniths, on fait tous les zéniths de France plusieurs fois. Wow.
On fait des grosses salles et tout, ça va être très très intense. Où est-ce qu'on peut vous retrouver à Paris? Vous allez faire le Zénith de Paris? On fait 8 Zéniths de Paris au mois de mai. Mais non, mais parce qu'on en a ouvert 3 qui ont été complets très vite, donc on en a ouvert 2 supplémentaires qui ont été aussi complets tout de suite. Bah donc on en a ouvert 3 de plus. Oui, mais je comprends. Mais et d'ailleurs sur les 3 de plus, on a eu cette conversation mais complètement dingue. Jérémy qui produit le spectacle dit les gars, après les 5 Zéniths à Paris, vous voulez on ouvre Bercy? Wow. Et puis on a eu cette réflexion absurde de dire non, c'est un peu prétentieux Bercy, faisons 3 Zéniths supplémentaires. C'est trop prétentieux Bercy, faisons 3 Zéniths supplémentaires. Mais vous vous rendez compte du nombre de gens? Pas bien. Quand on est à votre niveau de réussite, il y a un moment on s'arrête et on se dit... On a été un peu choqués. Quand on a ouvert la billetterie, on a été choqués parce que le site a bugué et il y a eu 120 000, 200 000 tentatives de connexion tout de suite. Donc on a vendu, la Fnac a vendu par exemple sur la tournée Trio 50 000 places en 24 heures. Les 24 premières heures, ils ont vendu 50 000 places. Ils ont appelé la prod, ils ont dit mais c'est des scores c'est les scores de chanteuses, chanteurs internationaux. On était vraiment. Vous étiez prêt à ça? Mais non, on savait. Est-ce qu'on est prêt à ça? Puisqu'on ouvrait une tournée, on savait que que les gens nous attendaient un peu, mais à ce point-là, à ce point-là, on était choqués. Mais donc je vais enchaîner ce projet Cyrano et j'enchaîne 2 rêves en fait. Ouais. Et la tournée Trio va être très éprouvante physiquement parce que là, c'est une tournée, donc des déplacements. Vous êtes en tourbus? Ouais. Qui peut paraître être une bonne idée c'est rigolo, c'est machin, les tourbus, c'est très fatigant. C'est usant. C'est usant, c'est très bon esprit, c'est très l'ambiance est bonne. Mais pardon, peut-être que certains ne comprennent pas tourbus, un bus avec des couchettes. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. On essaye de dormir dans le bus pendant le trajet. On vit dedans, on est très impressionné parce qu'il y a un écran télé, on est très impressionné parce qu'il y a un frigo avec des bouteilles d'eau et du coca. Mais niveau confort, on va pas se mentir, voilà, c'est donc compliqué. au début c'est très excitant et puis très vite tu bon bref. Mais c'est pour ça, tout ça pour dire que pendant Cyrano, je jouerai le soir, mais je vais faire gaffe quand même la journée de pas me mettre des trucs dans l'agenda, vraiment de me préserver en vue également de la tournée du trio. Pendant Cyrano, tu vas faire entre guillemets que du Cyrano ou tu vas quand même un peu répéter le trio? Non, connaissant Jérémy, je sais qu'il va me... Il va falloir répéter un peu le trio. Ouais, non, mais il va bien trouver des trucs à me faire faire. Non, si, j'ai de la chance. Pendant Cyrano, Jérémy, il est en tournage de son premier long métrage. Plus de Jérémy? Ouais, plus de Jérémy. Il tourne au Maroc, son premier long métrage. Hop, je vais avoir une paix royale. Et on a hâte de venir te voir. On va forcément venir te voir, soit sur Cyrano, soit sur le trio, soit sur les deux. Dans tout cet engouement, dans tout ce qui va aller très vite au niveau professionnel, t'as un petit garçon aussi. Ouais. Et c'est quoi? Putain, ouais, mon gamin. Je te rappelle, au cas où t'as oublié, t'as quand même un petit gars. Ça ressemble à quoi la vie d'un papa qui part en tournée? Alors, jusque-là, ça se passait... alors, déjà, ça se passe très bien parce que j'ai une très bonne relation avec sa maman. Ouais, on est en très, très bonne entente et je peux même parler de complicité sur l'éducation de mon fils. Quel âge a ton fils, Arnaud? Il a 9 ans. Okay. Et sur la gestion du quotidien. Donc, j'ai la chance aussi d'avoir ce relais en la personne de sa maman. J'ai ce relais-là pour lui expliquer ce que fait papa et pourquoi il part, etc. etc. Et puis c'est un petit garçon qui est très intelligent. Enfin, c'est horrible les parents qui parlent comme ça. Bon, bref, j'ai un petit garçon qui comprend. Tu as le droit de dire que ton fils est de trouver ton fils intelligent. Il comprend ça. Et alors là, pour l'année qui vient, c'est un petit peu difficile parce que là, pour le coup, Cyrano tous les soirs à 21h, ça veut dire il peut pas dormir chez moi parce que je peux pas. Il peut pas m'attendre jusqu'à minuit. Et ensuite pendant la tournée du trio, idem. Et donc sa maman et moi, on lui a expliqué que pendant 9 mois, il allait pas être grand frère, moins voir papa, qu'il allait moins dormir à la maison. Ça veut dire pas qu'il allait pas me voir, mais en tout cas, il allait pas dormir, il allait surtout dormir chez maman et qu'on se verrait le midi sur des temps privilégiés comme ça. Mais il l'a pris comment, ton fils? Ouais, il l'a pris très bien, mais parce que
en vrai, ça vaut pour tous les gamins. Quand tu expliques les choses et que tu les prends pas au dépourvu et que tu expliques et que tu voilà. Et puis, moi, c'est ce que m'avait dit au moment quand on s'est séparés avec sa maman. C'est le pédopsychiatre qui m'avait dit vous pouvez vous poser 1000 questions à partir du moment où l'enfant il est aimé. On me posait des questions sur est-ce qu'il faut lui faire manger telle chose, est-ce qu'il faut qu'il dorme, est-ce que j'ai le droit de le faire dormir dans mon lit parce que il m'a manqué. Il me dit toutes ces questions-là. Arrêtez avec ces questions-là. Du moment qu'il est aimé et qu'il sent qu'il y a... donc voilà. Donc ça se passe très bien. Dernière question. On te voit dans des pièces de théâtre, dans des spectacles, des séries télé, des courts-métrages, tu as fait de la radio, on t'a vu en télé en tant qu'animateur, tu as quasiment quand même tout fait. Est-ce qu'il y a un truc dans lequel tu te sens le mieux? Oui, je me suis essayé à plein de choses parce que comme je suis très joueur, j'aime bien les défis, je me suis essayé à plein de choses. Et puis maintenant, j'arrive à un stade de ma carrière et à un âge où je sais que c'est la scène qui est mon métier. L'humour? Ou pas forcément, regarde. Oui, l'humour parce que c'est... Voilà. Tu sais, je veux pas faire le gars qui dit non mais ça y est, maintenant j'ai acquis une maturité dans mon jeu qui fait que l'humour... Non, l'humour bien sûr, que je revendique et que j'assume et que je suis très content de faire. Et puis tu vois des projets comme Cyrano dans lesquels je me sens légitime aussi parce que le théâtre, j'en fais depuis 25 ans. Donc, être sur scène, ça te plaît? Et sur scène. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est la scène. Il n'y a rien de mieux, quoi. T'es encore stressé aujourd'hui, quand le rideau s'ouvre? Non. Pour Cyrano, le 17 septembre, oui, je l'ai été. Oui. non, mais en vrai, en one man, non, je suis plus stressé, ça, je vais pas te mentir. Okay. Je suis plus stressé, même quand on enregistre des émissions de télé, tout ça, je suis pas du tout sujet au trac. Mais sur Cyrano, oui. Voilà. Dans Avec ou sans sucre, on termine toujours par le petit oracle des anges. Je ne sais pas si tu connais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être ceux qui nous rejoignent sur YouTube pour la première fois. Peut-être que vous vous dites, comme Arnaud de sa mère, mais qu'est-ce que c'est? C'est un petit... c'est plein de petites cartes. Je te montre très rapidement. Il y a des messages des anges. Donc, je vais te laisser mélanger. Pensez à une question. Mais c'est quoi? Quels anges? C'est Grégory Le Marchal? Typiquement. Peut-être que Grégory est dans l'une de ces cartes. Je vais te demander de mélanger, de penser une question en mélangeant. Tu n'es pas obligé de nous la dire, loin de là. De couper le jeu avec ta main gauche et de choisir la carte, de prendre la carte qui est en dessous. C'est beaucoup de choses. Ok. Alors attends, première chose, mélange. Donc je mélange. Ouais. Ok, je suis pas obligé de fermer les yeux. C'est ce que j'allais dire. Ouais. J'aime les invités qui ferment les yeux. C'est drôle. Pense bien à la question. Dancing Queen. Only 17. T'aurais pu être chanteur aussi. La question. On n'en a pas parlé. J'aurais adoré. Être chanteur? Et j'aurais adoré. Ouais, pourquoi? Mais parce que je trouve Je trouve que je chante bien. Parce que je chante pas si mal que ça et que j'adore les chanteurs, les chanteuses. Il y a quoi de plus... C'est le kiff absolu. Moi, je trouve qu'être humoriste, ça doit être un putain de kiff. Bon. Alors la question, je l'ai, elle est très simple. Ouais, donc c'est super. j'y pense, voilà. Je coupe. Voilà, et tu prends cette carte-là. Et est-ce que tu peux nous lire la carte, par contre, s'il te plaît? Ah oui, je vous la lis. Waouh. Attends, tu veux que je te la lise? Ta gueule. Il a pas ses lunettes. Ah putain. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répond automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et nous te souhaitons une belle première pour Cyrano. Il n'y a pas écrit ça aussi? Ah si. C'est un beau message des anges? Ouais, c'est un beau message des anges. Et c'est exactement ce que j'ai mis quelques années à comprendre quand j'étais, après mon divorce et le décès de mon papa, dans une période très difficile. Quand j'ai compris ce que me dit ce petit ange-là, et c'est vrai, hein, ça a commencé à aller mieux. Bah, écoute, c'est un beau message alors. Pas mal. Juste avant cette première. Pas mal. Tu vois, je me suis moqué de ta boîte. Je sentais que tu te moquais de ma boîte. Et bien pour terminer, ne bouge pas, on va faire une petite photo Polaroid. Parce qu'on adore ça dans Avec ou sans sucre. Hop. Merci Thibaut. Ah oui. Bouge pas.
Polaroid, vous le faites à chaque fois ou c'est juste pour moi? Bah désolé, ce sera à chaque fois. Non, mais d'accord. 3, 2, 1. Merci beaucoup, Arnaud. Encore merci, un Inès. grand merci d'être rendu disponible. On te souhaite plein de belles choses pour la suite parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. On vous mettra dans la description de la vidéo les liens de la billetterie pour aller voir Arnaud au Théâtre Montparnasse à Paris pour Cyrano. Vous partez en tournée ou pas avec Cyrano? Il en est question. C'est pas officiel, pour l'instant, c'est Paris. Mais il en est question. Pour l'instant, c'est Paris. Ouais. Mais de toute façon, pour réserver, c'est très simple. C'est sur le site du théâtre, le Théâtre Montparnasse. Et la tournée du trio, c'est tournéedutrio.com. Bon, jusque-là, tout devrait bien se passer. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Merci Inès. Un grand merci. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode. C'était trop chouette. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour l'épisode 2 de la saison 3 d'Avec ou sans sucre. Ciao, ciao.